Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans cette vidéo, je vous propose un cours sur les machines séquentielles, donc dans les systèmes numériques, machine à état. On va imaginer, pour commencer, un automate de serrure codée. Le cahier des charges est le suivant. Dans ce système, on a 4 entrées, 3 boutons poussoirs BP1, BP2, BP3 qui vont permettre de composer un code, une entrée PF qui nous permettra de savoir quand est-ce que la porte s'est refermée, et une sortie S. Tout ça, ce sera rythmé par un signal d'horloge. À noter que les différents boutons poussoirs ainsi que PF présenteront une simple impulsion au moment où ils seront actifs. Donc impulsion qui aura la durée d'une période de l'horloge. Alors la séquence d'ouverture, c'est une pression sur BP1, suivie d'une nouvelle pression sur BP1, ensuite on appuie sur BP3 et enfin BP2 ouvre la porte. Alors tout ça, on peut le représenter avec un diagramme d'état. Alors ce diagramme d'état, il se dessine donc avec une représentation comme vous pouvez le voir ici, où on précise d'abord quel est le premier état au moment de l'initialisation. On donne un numéro à l'état, ici l'état 0, et on indique ce qu'il faut envoyer sur la sortie. Je vous rappelle que la sortie, dans notre système, c'est la commande de la gâche de la porte pour pouvoir l'ouvrir. Alors, lorsqu'on est à l'état 0, pour changer d'état, d'après le cahier des charges, il va falloir une pression sur le bouton BP1. Donc, si je presse le bouton BP1 et si je le presse tout seul, je passe ici à un état numéro 1 et j'avance comme ça progressivement dans le fait que le code soit composé convenablement. Évidemment, ça suppose que pour pouvoir passer à l'état 1, on a effectivement BP1, mais BP1 tout seul. Il n'est pas question d'avoir appuyé sur les 3 boutons en même temps, et puis comme ça, j'avance d'état en état. Donc il faut bien préciser que la condition pour passer à cet état 1, c'est d'avoir BP1 et BP2 bar, on n'appuie pas sur BP2, et BP3 bar, on n'appuie pas en même temps sur BP3. Ensuite, il faut appuyer à nouveau sur BP1. Alors, si j'appuie sur BP2 ou BP3, l'un ou l'autre, ou les deux, je retourne à l'état initial parce qu'il y a une erreur de composition du code. Sinon, si j'appuie correctement sur BP1 et uniquement sur lui, je peux passer à un état 2. On avance donc progressivement dans la séquence des différents appuis sur les touches. À cet état 2, deux possibilités. Soit je me trompe et au lieu d'appuyer sur BP3, j'appuie soit sur BP1, soit sur BP2. Dans ce cas, je retourne à l'état 0, il faut recommencer la saisie du code. Soit j'ai appuyé sur BP3 sans appuyer sur les autres, et par conséquent, je peux passer à l'état suivant. Et maintenant, il s'agit d'appuyer sur BP2 pour que la porte puisse s'ouvrir. Donc deux possibilités. Soit j'appuie sur BP1 ou BP3, donc pas sur BP2. Et dans ce cas, je retourne à l'état initial. La saisie est à recommencer entièrement. Soit j'appuie sur BP2 sans avoir appuyé ni sur BP1 ni sur BP3, ce qui mène à la condition BP1 bar, BP2, BP3 bar. Et dans ce cas, j'arrive à un état 4. Arrivé à cet état 4, la séquence de touches a été correctement pressée. Les différents boutons poussoirs ont été pressés suivant la séquence attendue. Et par conséquent, S reçoit 1 pour ouvrir la gâche de la porte. C'est seulement lorsque la porte aura été refermée qu'on aura obtenu une impulsion précisant que la porte vient d'être refermée, qu'on retournera à l'état 0 pour être prêt à nouveau à attendre la séquence donc de saisie du code d'ouverture de la porte. Donc là, on a affaire à une machine d'état qui est un petit peu complexe, qui comporte, on le voit ici, 5 états, avec un certain nombre de passages d'un état à un autre ou d'un état à différents autres états. Dans cette machine à état, seul un état est actif à la fois. On pourrait imaginer plusieurs états actifs dans des séquences orthogonales, c'est quelque chose que je ne vais pas aborder ici.
et qui sera abordé sous une forme différente lors de l'étude des machines séquentielles en automatisme avec le graph7. Bien, alors ce qu'on vient de voir avec ce système, c'est donc ce qu'on appelle un système séquentiel. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'entrées, on dispose d'un certain nombre de sorties, et l'évolution de la valeur des sorties dépend de la valeur des entrées au présent et également de la valeur des sorties du passé. Bon, l'idée dans tout ça, c'est de montrer que les sorties, finalement, évoluent avec le temps, quel que soit l'état des entrées. Alors, cette évolution des sorties, elle peut être asynchrone, et dans ce cas, on parle de changements d'état qui sont pris en compte immédiatement lorsque les entrées changent. Elles peuvent être également synchrones, c'est donc des changements d'état du système qui sont pris en compte à chaque front montant d'un signal d'horloge qui va être chargé de cadencer notre système. Dans ce cours, on ne s'intéresse qu'aux machines synchrones, donc qui disposent d'un signal d'horloge pour pouvoir cadencer donc l'évolution du système. Alors il existe deux machines classiques pour pouvoir représenter ces systèmes donc séquentiels, qui sont les machines de Moore et de Mealy. Sur ces machines, ici typiquement la machine de Moore, on a des sorties qui sont totalement synchrones. Alors, les entrées impliquent le calcul d'un état futur en prenant en compte l'état présent de la machine. Lorsqu'un signal d'horloge se présente, au front montant d'un signal d'horloge, l'état futur de la machine est mémorisé dans une mémoire d'état. Et à partir de la mémoire d'état, et donc de l'état actuel de la machine, que j'ai appelé état présent, on peut calculer l'état des sorties. La machine de Mealy introduit un élément qui est la possibilité de calculer les sorties en prenant en compte les différentes entrées. Alors ça introduit un asynchronisme qui rend la conception de ces machines, moi je trouve un peu plus difficile. Et donc c'est la raison pour laquelle je ne vais pas les utiliser. Alors elles ont un avantage, c'est qu'elles permettent d'obtenir une mémoire d'état de taille optimale. Mais comme on le voit ici, le calcul des sorties peut donc devenir complètement asynchrone parce qu'il prend en compte l'état des entrées à tout instant. Alors, un autre exemple, beaucoup plus simple que la serrure codée que l'on retrouvera par la suite, c'est celui par exemple d'un télérupteur. Alors ce télérupteur, je vais le concevoir avec un signal d'horloge indépendant qui va nous permettre d'éviter les rebonds présents sur les boutons poussoirs donc, du système télérupteur. Donc un bouton poussoir et une lampe. Variable logique BP pour le bouton poussoir et variable logique L pour la lampe. Le fonctionnement est le suivant, c'est que j'appuie sur le bouton poussoir, la lampe s'allume, un nouvel appui sur le bouton poussoir, la lampe s'éteint, etc. La machine de traitement retenue, c'est une machine de Moore. Donc machine pour laquelle on va donc avoir un état et on va, à partir de l'état présent, calculer l'état futur en prenant en compte les changements d'état du bouton poussoir. Et connaissant l'état présent, on calculera la sortie L à partir donc des différents éléments d'état présent. Notez que la période du signal d'horloge du système est choisie de sorte qu'on puisse passer les rebonds présents sur le bouton poussoir. Donc on aura une période d'horloge qui sera suffisamment longue pour masquer tous les rebonds qui peuvent apparaître sur le bouton poussoir. Alors le diagramme d'état. Donc c'est un diagramme d'état comme celui-ci. À l'initialisation, on est à l'état 0, la lampe est éteinte. Si BP et le bouton poussoir est à 1, je passe à l'état 1. Et là, j'allume la lampe. Donc elle prend la valeur 1. Le bouton poussoir est appuyé là tout de suite. On va donc devoir attendre qu'il soit relâché. Et lorsqu'il est relâché, je passe à un deuxième état de la machine. La lampe est toujours allumée. On appuie à nouveau sur le bouton poussoir, on passe à un troisième état de la machine, la lampe s'éteint. Et puis ensuite, on relâche le bouton poussoir et on repasse à l'état initial, état 0. Donc voilà, on a un diagramme d'état vraiment très simple avec un diagramme d'état circulaire
que l'on retrouve dans beaucoup de situations, comme les compteurs par exemple. Alors on peut élaborer la table de changement des états. Cet état, je vais le coder en binaire naturel. Ça veut dire que ici, mon état c'est 0, 1, 2, 3. Et je donne une correspondance en binaire, parce qu'à un moment donné, cette information elle va devoir être stockée. Ce qui correspond donc à mon état va devoir être mémorisé. Et pour le mémoriser, je vais utiliser des mémoires binaires synchrones, telles qu'on a pu en voir dans la vidéo précédente qui concernait donc les mémoires élémentaires synchrones. Bascule D, bascule JK, bascule T. Dans le cas présent, ce sera de la bascule D. Alors, petit problème de stylet, donc c'est reparti. Alors, on regarde l'état présent. Donc, lorsque nous sommes à l'état 0 ici, si BP égale 1, on passe à l'état 1. Si BP égale 0, j'aurais pu représenter avec une petite boucle. En fait, on reste donc sur cet état 0. Donc, si BP égale 0, on reste à l'état 0, qu'on peut donc écrire sous cette forme-là, 0 et entre parenthèses l'équivalent binaire. Donc 0, 0. Si on appuie sur le bouton poussoir, on passe à l'état 1, et en binaire, ça donne donc, sur en base 2, l'état 0, 1. Bien ensuite, lorsque l'état présent est l'état 1, ici, donc je suis à cet état 1, je vais passer à l'état 2 si BP égale 0. En binaire, ça donne 1, 0. Je vais rester à l'état 2, pardon, je vais rester à l'état 1 si BP reste à 1. Donc 0, 1 en binaire. On considère maintenant l'état 2. Alors lorsqu'on est à l'état 2, on passera à l'état 3 si BP est égal à 1. Donc si BP égale à 1, quand je suis à l'état 2, je passe à l'état 3. Ce qui donne 1, 1 en base 2 en binaire. Sinon, je reste à l'état 2. Donc 1, 0 en binaire. Enfin, lorsque je suis à l'état 3, pour pouvoir retourner à l'état 0, il faut que BP soit égal à 0. Donc BP égal à 0, c'est dans cette colonne-là. Et c'est 0, 0 en binaire. Sinon, je reste à l'état 3, c'est-à-dire 1, 1 en binaire. Donc ça, c'est la table d'état, un table des changements d'état. Cette table des changements d'état, elle va nous permettre, en l'exploitant correctement, par exemple avec des tables de Carnot, de trouver les équations qui permettent de calculer l'état futur pour pouvoir le prendre en compte dans la mémoire. Donc maintenant, on va s'intéresser donc à la mise en équation. Alors la mise en équation, ça consiste à calculer l'état futur. Et l'état futur, c'est donc les bits EF1, EF0 qui sont présents ici. Donc là, on va se contenter donc de recopier finalement la table de changement d'état à l'intérieur d'une table de Carnot pour EF1. Alors EF1, c'est ce qui correspond au bit de poids fort ici. Là. C'est tout ceci. Voilà. Ou tout ça. Donc ça, c'est EF1. Alors, lorsque E1, E0 valent 0, 0 et BP égale 0, on a 0. Lorsque BP est égal à 1, on a également 0. Bien maintenant, lorsque j'ai E1, E0 égale 0, 1, c'est ce qu'on voit ici. Alors, je sais, moi, la pointe du stylet est vraiment petite, mais lorsqu'on a 0, 1 pour E1 et E0, c'est-à-dire ici, on obtient 1
pour BP égale 0 et 0 pour BP égale 1. 0 ici pour BP égale 1 et 1 pour BP égale 0. Bien maintenant, lorsqu'on a 1, 0, on obtient 1 pour BP égale 0 et on obtient 1 pour BP égale 1. Pour maintenant 1, 1, on obtient 0 pour BP égale 0 et 1 ici pour BP égale 1. Donc voilà pour EF1. On peut faire exactement la même chose avec EF0. On aurait peut-être dû le faire en même temps, on aurait gagné du temps. Pour 0, 0, j'ai donc 0, 1 comme ceci. Pour 0, 1, j'ai 0, 1. Pour 1, 0, j'ai 0, 1. Et pour 1, 1, la dernière ligne de la table de changement d'état, j'ai à nouveau 0, 1. Bien, ce qui nous permet d'ailleurs, sans forcer beaucoup, de trouver l'équation qui correspond à EF0, puisqu'on voit que EF0, c'est exactement égal à BP. Concernant l'équation de EF1, bon, cette équation, on va la faire avec quelques changements de couleur. On va s'intéresser d'abord à ce bit qui est isolé. Donc avec les tables de Carnot, on ne peut pas regrouper ce bit-là. Et par conséquent, on va obtenir donc un p-terme qui, dans le cas présent, correspond à un min-terme, E1 bar, E0, puisque regardez, on a E1 égale 0, donc E1 bar, E0 égale 1, donc E0, et BP égale 0, donc BP bar. Ensuite, on peut effectuer un groupement ici avec ces deux bits-là. Ce qui conduit à avoir, au niveau de l'équation, une simplification de la variable E0 qui change d'état sur ce groupement. Comme E1 est égal à 1 tout le temps, BP égale 1 sur le groupe, on a donc du E1 BP. Enfin, on ajoute un dernier terme que je vais mettre de cette couleur-là, avec ce regroupement-là qui fait disparaître BP et qui fait apparaître du E1, E0 bar. Pour ce qui concerne la sortie, alors la sortie, lorsqu'on était à l'état 0, la lampe était éteinte. Lorsqu'on était à l'état 3, c'est-à-dire 1, 1, la lampe était à nouveau éteinte et dans les deux autres cas, la lampe était allumée. Bien, c'est une structure en damier sur la table de Carnot et on reconnaît donc un OU exclusif avec l'équation de L qui sera donc E1 OU exclusif E0. Bon, on pourrait bien entendu détailler ça avec du E1 E0 bar ou E1 bar E0 en reprenant chacun des termes séparément. Bien, donc ça nous permet d'établir donc le système de calcul de l'état suivant avec des équations combinatoires simples. La mémorisation, elle peut se faire dans des bascules D. Donc dans le cas de notre télérupteur, il faudra 2 bascules D puisque l'état est codé sur 2 bits. Ces 2 bascules D ont des entrées que je vais appeler D0 et D1, des sorties Q0, Q1. Q1, Q0, c'est globalement ce qui va représenter l'état présent. C'est ce qu'on a à la sortie des bascules, c'est ce qui est mémorisé, c'est bien l'état présent quand on regarde le dessin de la machine de Moore. Donc Q1, Q0, par rapport à ce que je viens d'étudier, ça correspond en fait à E1, E0, l'état de ma machine. D1, D0, ce sont les entrées des bascules, c'est ce qui va être mémorisé au cycle suivant, cycle d'horloge suivant. Ça correspond donc à ce qu'il faut présenter comme valeur à l'entrée des bascules, comme état futur de la machine. Et donc, D1, D0, c'est finalement EF1, EF0, ce qui correspond à l'état futur de la machine. Donc ça, c'est pour le cas de mon télérupteur. Et on obtient un schéma comme celui-ci, où on vient placer donc 2 bascules D.
avec leur sortie Q0, Q1. À partir de Q0, Q1 et un ou exclusif, je calcule l'état de ma sortie L. Ensuite, on a vu que EF0, qui correspond en fait à D0, eh bien, on avait BP comme équation. Donc je relie directement BP sur ce qui correspond à D0 ou encore EF0 dans ce qu'on a élaboré tout à l'heure. Et puis pour ce qui concerne l'entrée D1, c'est-à-dire EF1 tout à l'heure, on avait une équation un petit peu plus compliquée que l'on met en œuvre avec les portes logiques nécessaires pour pouvoir calculer donc EF0, c'est-à-dire EF1, pardon, c'est-à-dire D1. Le tout bien sûr est rythmé par le signal d'horloge. Donc là, globalement, la mémoire d'état. Ici, le calcul de l'état suivant pour D1, le calcul de l'état suivant pour D0 qui est immédiat puisque c'était BP. Et enfin, donc, le calcul de la sortie L. On retrouve les différents blocs qui apparaissent dans la machine de Moore. Alors, il y a d'autres possibilités pour pouvoir mémoriser l'état. On peut utiliser des bascules JK, par exemple, en jouant cette fois-ci sur l'activation de l'état avec J ou la désactivation de l'état avec K. On pourrait également utiliser des bascules T pour pouvoir mémoriser l'état. Bon, ça implique une conception différente des équations de la machine. Enfin, si on s'intéresse au codage de l'état de la machine, alors ce codage il peut être fait de différentes manières. Nous, on a travaillé tout à l'heure avec du binaire naturel. Donc ce binaire naturel, il nous permet d'avoir 2 puissance n états à partir de n bits de mémorisation. Donc c'est quelque chose de très optimal. Et on a vu que ça conduisait à différents états sur notre télérupteur avec 00, 01, 10, 11. On aurait également pu utiliser ce qu'on appelle le one-hot, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une mémoire par état avec un bit par vecteur d'état. Donc l'état actif a son bit à 1 dans le vecteur d'état, tous les autres états ont leur bit à 0 dans le vecteur d'état. Alors ce qui est intéressant avec ça, c'est que la conception est vraiment très rapide puisqu'on obtient les équations directement à partir de la lecture du diagramme d'état. En plus de ça, il n'y a pas de simplification à effectuer parce que la sortie n'est active qu'une seule fois. Par contre, c'est davantage consommateur en général en nombre de portes. Donc ici, 0001, effectivement, on a uniquement ce bit qui est dédié à l'état 0 de la machine. 0010 parce que le bit ici, numéro 1, c'est le bit numéro 0 ici, est dédié à l'état 1 de la machine. Et puis 0100 pour l'état 2 de la machine et 1000 pour l'état 3 de la machine. Bon, on a compris le principe. Alors, ce système one-hot, on peut par exemple l'utiliser pour la mise en équation directe de notre machine d'état pour la serrure codée. Alors, excusez-moi, normalement, ce n'était pas prévu que ce soit à nouveau animé. Oh bah si, parce qu'on peut utiliser la... Pardon. Donc ici, la mise en équation pour le bit numéro 1 ici. Donc là, j'ai le bit numéro 0, ça va être le bit numéro 1. Et donc, la mise en équation peut se faire directement, effectivement. Alors, pour ce bit-là, donc je vais utiliser D1 pour le calcul de l'état futur. Ce calcul d'état futur, il prend donc en compte BP1, BP2 bar, BP3 bar. Donc pour pouvoir activer finalement la bascule correspondant à l'état 1, il faut à la fois avoir respecté la condition ici qui correspond à une condition d'activation. Il faut également que l'état 0 soit actif. C'est le fait que 0 soit actif et que la condition d'activation de l'état 1 soit active qui nous permet d'activer l'état 1. Et ça, c'est ce qui correspond à Q0, puisque l'état de cet état-là est connu par l'intermédiaire de Q0.
Donc ça, c'est globalement ce qui correspond à l'activation de notre état 1. On va ensuite ajouter ce qui correspond à la désactivation de l'état 1. Qu'est-ce qui mène à la désactivation de l'état 1? Ce qui conduit à la désactivation de l'état 1, c'est le fait qu'on ait BP2 ou BP3. Donc, au moment de la recopie, quand on est stable sur l'état 1, on va continuer à maintenir l'état 1 actif si il est actuellement actif et si la condition de désactivation, elle, n'est pas vérifiée. Donc la condition de désactivation, c'est donc BP2 ou BP3, mais c'est aussi BP1, BP2 bar, BP3 bar. Donc là, je prends en compte la condition de désactivation. Et cette condition de désactivation, on l'a vu, c'est deux possibilités. C'est BP2 ou BP3. Et ça, il faut que ces conditions-là ne soient pas vérifiées pour pouvoir maintenir actif donc notre état 1. Ensuite, il faut effectivement prendre en compte toutes les conditions de désactivation. La prochaine, c'est BP1 et BP2 bar et BP3 bar. BP1 et BP2 bar et BP3 bar. Et ça, il faut que ce ne soit pas vérifié. Donc on ajoute une barre par-dessus. Donc voilà comment on établit l'équation donc de mise à 1 et également de mise à 0 finalement de cet état 1. Ici, ce qui correspond à l'activation, je regarde si l'état précédent en quelque sorte dans le diagramme d'état est actif et si la condition d'activation est vérifiée. Et dans ce cas-là, effectivement, je vais pouvoir activer donc la bascule correspondant à Q1 pour notre état 1. Pour la désactivation ou le maintien de l'état, je regarde donc quel est l'état de Q1. Si Q1 égale 1, on va pouvoir maintenir l'état, mais à la condition qu'il n'y ait pas une désactivation en cours. Et la désactivation, elle est introduite ici par BP2 ou BP3. Donc il ne faut pas qu'il y ait désactivation. Donc BP2 ou BP3, le tout bar. Et il ne faut pas qu'il y ait désactivation par ce côté-là. Donc BP1, BP2 bar, BP3 bar, avec une barre pour vérifier qu'il n'y a pas de désactivation. Donc ça nous permet de maintenir l'état. C'est une sorte d'auto-maintien. Bon, évidemment, on va procéder comme ça pour toutes les autres variables d'état. Je ne vais pas le faire ici parce que la vidéo est déjà très longue et il est temps de passer à la suite. Donc on fera pareil pour les autres et on obtiendra donc les différentes équations qui vont nous permettre de calculer les entrées des différentes bascules avec ce qui correspond à l'état futur. Autre possibilité de codage, parce que là on a fait une petite parenthèse sur la possibilité de codage avec le one-hot, avec donc notre serrure codée, le code Gray. Alors ce code Gray, c'est un code pour lequel les différentes représentations du vecteur d'état ne présentent qu'un changement de bit par changement d'état. Alors là, par exemple, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, on voit qu'il n'y a qu'un seul bit qui change à la fois. Évidemment, sur un diagramme circulaire, c'est très facile à mettre en place. Sur un diagramme qui, cette fois-ci, fait apparaître des transitions dans différents sens, sur différents états, ça devient vite très compliqué d'avoir un système qui, quel que soit l'endroit d'où on vient, ne permet d'avoir qu'un seul changement d'état binaire. Évidemment, le one-hot, finalement, ça correspond à ça. C'est le fait qu'il y ait qu'un... Non, il y a deux changements, par contre, sur le one-hot. Donc, non. Donc, ça sera difficile de concevoir ce genre de machine, mais de toute façon, ces machines-là n'ont vraiment d'intérêt que dans le cas de machines asynchrones. Et je vous rappelle que nous, on traite les machines synchrones dans ce cours. Enfin, il y a la possibilité de choisir une séquence binaire qui permet d'optimiser, de minimiser l'ensemble des équations du système.
Et ça, de façon adaptée à la structure matérielle vers laquelle on va vouloir introduire le système. Un CPLD et un FPGA vont avoir des structures très différentes. L'optimisation ne sera pas forcément la même. Et donc, les outils de synthèse VHDL sont capables de choisir le code qui va minimiser l'utilisation des ressources du système. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je suis désolé, elle est vraiment très longue, qui donc nous a permis de traiter des machines à état synchrones, donc dans un système logique. Alors évidemment, ça présente des petites nuances et des petites différences par rapport à ce qu'on pourrait voir dans un système microprogrammé, ou programmé en C par exemple, ou programmé quand on va utiliser le langage ladder pour pouvoir représenter les machines d'état avec ce qu'on appelle le graph-set. Là, il y a des petites nuances sur le fait que dans ce qu'on a vu ici, les équations sont toutes calculées en même temps, les calculs se font de façon instantanée. Dans un système dans lequel le traitement est lui-même séquentiel pour prendre en compte les différentes équations, il y a des précautions à prendre qui ne sont pas nécessaires ici. Et donc, ça fera l'objet d'une autre vidéo et donc d'un autre cours. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les machines synchrones. À bientôt pour d'autres vidéos.